Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, une question hante les esprits. Comment l'impensable a-t-il pu arriver? Eh bien, la philosophe Hannah Arendt s'est attaquée à cette question. Elle a vu émerger une forme de gouvernement absolument terrifiante, quelque chose de complètement nouveau. Pour elle, le totalitarisme, ce n'était pas juste une tyrannie, empire. Non, c'était un mal d'une nature radicalement différente. Et voilà la phrase qui nous plonge direct au cœur du problème. Le régime totalitaire est sans loi, mais il n'est pas arbitraire. C'est un vrai paradoxe, non? Comment est-ce possible? Comment un régime peut-il fonctionner sans loi, tout en obéissant à une logique de fer implacable? C'est vraiment la question clé qui va nous guider tout au long de cette exploration. Alors voilà le programme. On va d'abord jeter un œil à ce qui fait du totalitarisme un mal inédit, puis on fera un petit détour par les règles classiques du pouvoir pour bien voir la différence. Ensuite, on plongera dans le cœur du réacteur, l'essence du totalitarisme, c'est-à-dire la terreur, puis son moteur, l'idéologie. On verra aussi sur quel terreau humain tout ça peut pousser, la désolation. Et enfin, on se demandera pourquoi aujourd'hui encore, Arendt nous parle autant. Alors commençons par ça, un mal inédit. Pourquoi est-ce que les anciennes définitions, comme celle de la tyrannie, ne suffisent plus? Parce que pour Arendt, il faut bien comprendre que le totalitarisme, ce n'est pas juste un despotisme un peu plus musclé, pas du tout. C'est une rupture totale, une cassure avec tout ce qu'on connaissait en politique en Occident. Ça a complètement fait voler en éclats la vieille distinction entre un gouvernement qui suit les lois et un gouvernement arbitraire. C'est autre chose. Justement, pour bien mesurer à quel point c'est nouveau, il faut faire un petit pas en arrière. On doit d'abord comprendre comment on pensait le pouvoir avant. Et pour ça, le détour par le XVIIIe siècle et le grand philosophe Montesquieu est indispensable. Il nous a donné un cadre de pensée classique pour analyser les gouvernements. Alors voilà le système de Montesquieu. C'est assez simple et élégant. Il dit que chaque gouvernement a une nature, en gros qui détient le pouvoir, et un principe, c'est-à-dire le sentiment humain qu'il fait tourner. Pour la République, où le peuple a le pouvoir, le principe c'est la vertu. Pour la monarchie, où un seul gouverne selon des lois, c'est l'honneur. Et pour la tyrannie, eh bien, classiquement, le pouvoir d'un seul sans loi repose sur la crainte, la peur des sujets face au tyran. Ok, donc la tyrannie, c'est la crainte. Mais c'est là que le modèle classique coince. La simple peur, la crainte d'un tyran, ça n'arrive pas à expliquer la folie et l'ampleur de ce qui s'est passé au XXe siècle. Ça ne suffit pas. Alors, la question se pose. Si ce n'est pas la crainte, c'est quoi le principe du totalitarisme? Et c'est là, précisément, qu'arrive la première intuition géniale d'Arendt. Elle va nous dire que ce n'est pas la crainte, c'est la terreur. Et attention, ce n'est pas juste un mot plus fort. Pour Arendt, la terreur n'est pas le principe d'action, c'est l'essence même du gouvernement totalitaire, c'est sa loi du mouvement. Et cette terreur, c'est une force qui n'a rien à voir, mais alors rien à voir avec la simple peur qu'on peut ressentir dans une tyrannie classique. Alors qu'est-ce que c'est cette terreur? C'est l'essence du totalitarisme. Et le point crucial, c'est que ce n'est pas juste un outil pour mater les opposants, pas du tout. C'est une loi du mouvement qui ne s'arrête jamais. Même quand il n'y a plus aucun opposant, la terreur continue de tourner, comme un moteur fou. Pourquoi? Parce que son but, c'est de transformer l'humanité en une masse unifiée, pour obéir à une soi-disant loi de l'histoire ou de la nature. Arendt a cette image très forte. Elle dit que la terreur remplace les lois par un carcan de fer. Imaginez, ce carcan presse les gens les uns contre les autres, si fort, que tout l'espace entre eux disparaît. Et cet espace, c'est précisément l'espace de la liberté. Donc la terreur ne fait pas que limiter la liberté, elle détruit l'endroit même où elle pourrait exister. Elle anéantit toute possibilité d'agir librement, de manière spontanée. D'accord, donc on a cette terreur implacable, ce mouvement perpétuel. Mais qu'est-ce qui alimente cette machine? Quel est le carburant de cette terreur? Qu'est-ce qui lui donne une direction, une justification? On a l'essence, mais quel est le moteur? Eh bien, le moteur, le voilà, c'est l'idéologie, la logique qui alimente la terreur. C'est ce système de pensée qui va guider, justifier et même rendre la terreur non seulement possible, mais absolument nécessaire. Attention, quand Arendt parle d'idéologie, ce n'est pas juste un ensemble d'idées politiques. Non, c'est bien plus que ça. C'est un système qui prétend avoir la clé de tous les mystères du monde. Une sorte de super-explication qui fonctionne complètement en vase clos, indépendamment de la réalité de l'expérience concrète. C'est une histoire totale qui explique le passé, le présent et le futur, et qui finit par couper ses adeptes de tout contact avec le monde réel. Et ça fonctionne avec une logique absolument glaçante. D'abord, il y a la prémisse. On demande d'accepter une seule idée de départ. Par exemple, l'histoire est une lutte des classes. Ensuite vient la déduction.
De cette prémisse, on tire une conclusion qui semble nécessaire. Donc, la classe bourgeoise est un obstacle à l'histoire. Et là vient l'étape fatale, l'action. On exécute cette conclusion dans le monde réel. Donc, il faut éliminer la classe bourgeoise. C'est un processus qui, une fois lancé, s'enchaîne mécaniquement. C'est le fameux « qui dit A doit dire B ». La morale, l'humanité, tout ça disparaît au profit de la pure déduction logique. Et ça nous mène à cette idée vertigineuse. La prétention du totalitarisme, ce n'est pas d'être tout-puissant, c'est pire, c'est de rendre l'humanité superflue. Le but final, ce n'est pas juste de contrôler les gens, c'est de créer un monde qui colle si parfaitement à l'idéologie que l'être humain, avec sa spontanéité, son imprévisibilité, devient inutile. Il n'a plus sa place. D'accord, on a la machine, terreur et idéologie. Mais comment est-ce que des millions de gens peuvent tomber là-dedans? Comment peut-on en arriver à accepter une logique pareille? Eh bien, Arendt va chercher la réponse dans la condition humaine elle-même. Elle identifie un état bien particulier, un terreau fertile pour le totalitarisme, la désolation. Et là encore, il faut être précis sur les mots. Arendt fait une distinction super importante entre la solitude et la désolation. La solitude, ce n'est pas négatif. C'est être avec soi-même, c'est le dialogue intérieur de la pensée, c'est même nécessaire pour l'amitié, la réflexion. La désolation, c'est tout autre chose. C'est le sentiment d'être abandonné par le monde entier, d'être déraciné, inutile, superflu. C'est ne plus avoir de place dans un monde commun, être complètement seul au milieu de la masse. C'est cet état de rupture totale qui est le vrai danger. Pour Arendt, la désolation, c'est vraiment la grande maladie de notre temps. C'est cette perte d'un monde commun qui nous rend vulnérables. Parce que c'est précisément quand on se sent complètement perdu, superflu, dans cet état de désolation, qu'on est prêt à tout pour un peu de sens. Et c'est là qu'on peut être tenté d'échanger sa liberté contre la certitude, réconfortante mais mortelle, d'une idéologie. Sa logique de faire devient un abri. Alors, après tout ça, qu'est-ce qu'on retient? Et surtout, pourquoi est-ce que lire Arendt aujourd'hui, ça reste si percutant? Faisons le point sur les leçons clés pour le monde actuel. En résumé, voilà les idées centrales. Premièrement, le totalitarisme, c'est du jamais vu. Ce n'est pas une tyrannie classique. Son essence, son cœur, c'est la terreur, un mouvement qui ne s'arrête jamais. Son moteur, c'est l'idéologie, cette logique froide et déshumanisée. Et tout ça pousse sur le terreau de la désolation, ce sentiment d'être déraciné. Avec un but ultime, rendre l'humain, avec sa liberté et sa spontanéité, complètement obsolète. Ce qui nous laisse avec une question pour aujourd'hui. À notre époque, celle de l'isolement numérique, des bulles de filtre, des chambres d'écho idéologiques, quels sont les nouveaux visages de la désolation? Ce sentiment d'être superflu, cette perte d'un monde commun, comment ça se manifeste maintenant? Et surtout, quel genre de logique froide et dangereuse cela pourrait-il bien nourrir? On voit bien que la pensée d'Arendt, loin d'être un simple regard sur le passé, est une mise en garde terriblement actuelle.